Voilà, donc bonjour à tous. Nous sommes à ce nouveau webinaire de Bru Partners, qui sera le dernier en fait de cette année sociale. Donc la suite sera plutôt à la rentrée de septembre, etc. Et donc comme dernier sujet pour cette année, nous avons pensé traiter du NIMBY. Not in my backyard. Comment se débarrasser de cette engeance. Et donc, pour nous en parler, nous avons avec nous Monsieur Serge Herceg qui va se présenter peut-être plus avant. Donc, voilà, donc, quelle est exactement sa fonction, son angle d'approche, etc. Donc, comme d'habitude, son exposé va prendre quelque chose comme une demi-heure, suite à quoi nous aurons un temps pour les questions-réponses, les réactions, etc. Pour ceux qui participaient pour la première fois à ces webinaires, je rappelle que malheureusement, le programme que nous avons ne permet pas une interactivité idéale. Enfin, il y a quand même la possibilité d'intervenir, mais malheureusement par écrit. Alors, à cette fin, vous avez en principe en dessous de votre écran un certain nombre de boutons. Et alors, l'avant-dernier bouton, à droite, est un bouton question. Que vous pouvez utiliser pour formuler vos questions ou les commentaires que vous souhaitez voir répercutés à M. Herceg. Donc, vous avez aussi un bouton chat, mais là, on vous demanderait de le réserver. Si vous avez des communications de service à faire plutôt au service communication pour des questions d'audition ou autres, enfin des questions techniques, ou si vous avez envie de papoter entre vous. Mais disons que pour les questions et les réactions vis-à-vis de l'orateur, on vous demande de bien vouloir utiliser le bouton question qui, si votre ordinateur est configuré comme le mien, devrait être en fait l'avant-dernier, l'avant-dernier donc à droite. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à notre orateur. C'est évidemment un lapsus révélateur. À notre orateur, M. Herceg, s'il vous plaît. Mais bonjour à toutes et à tous, et puis merci à Bru Partners de m'accueillir aujourd'hui pour me permettre de vous parler du NIMBY. Alors c'est vrai que je suis pas un ordinateur, donc je suis une vraie personne et vous pourrez le vérifier pendant mon exposé. Alors moi je viens j'ai une formation d'abord qui est une formation juridique, et vous me direz tiens pourquoi vient-il nous parler du NIMBY? Est-ce que il va nous en parler sous cet angle-là? Mais pas du tout, parce que ça fait maintenant plus de 17 ans que j'ai créé mon propre cabinet, où je m'intéresse d'abord aux stratégies d'entreprise, publiques, privées, ou les partenariats publics-privés, et ce qu'on appelle la communication corporate. Donc c'est la manière dont on fait passer la vision et les projets, entre autres, de ces différents organismes en interne, puisque les premiers ambassadeurs, ce sont les collaborateurs internes, mais aussi vers les médias, le monde politique, le secteur public, les partenaires sociaux, les investisseurs, donc tout un tas de stakeholders. Alors, je n'irai pas plus loin dans ma présentation, je pourrais dire beaucoup de choses, mais le principal aujourd'hui, c'est de parler de ce NIMBY. Alors, la manière dont je vais aborder les choses, vous allez le voir, n'est pas une conférence, c'est pas, je dirais, un cours sur le NIMBY que j'ai envie de partager avec vous, mais c'est plutôt vous raconter l'histoire du NIMBY par rapport à l'expérience que j'en ai au travers d'un nombre de dossiers assez important et ce que j'en ai retenu, de façon à ce qu'on puisse après échanger ensemble. J'espère que ces échanges, comme M. Passerman l'a dit il y a quelques minutes, seront les plus riches possibles. Le NIMBY, ce Not in my backyard, c'est quelque chose qui est arrivé chez nous il y a, on va dire, peut-être 10-15 ans, mais c'est dans les années 70 aux États-Unis que surtout on a vu émerger ce phénomène. Ce phénomène, c'est quoi? Ça peut être interprété, et c'est généralement interprété comme une opposition d'un groupe de personnes ou d'une personne ou d'influenceurs par rapport au projet d'un promoteur, par rapport au projet qui est initié par un organisme public, par un promoteur public ou privé.
Et c'est ce mot opposition d'abord qu'il faut retenir. Pour moi, ce n'est pas nécessairement une opposition. Je pense que c'est davantage une différence de perception. Comme ça n'est pas nécessairement un problème, moi le mot problème, c'est un mot que je n'aime pas. Alors, je ne sais pas si parmi vous, des gens apprécient le mot problème ou aiment les problèmes. Ça, on aura l'occasion peut-être d'en parler tout à l'heure. Moi, personnellement, je préfère de parler de situation. Et le NIMBY, pour moi, c'est une situation qui est davantage une différence de perception et donc ce n'est pas une fatalité. On peut avoir un certain nombre de projets sur lesquels tout se passe bien sans qu'il y ait le moindre frein, la moindre réaction. Et puis on en a d'autres où c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et j'ai envie de dire compliqué du début à la fin et même encore après la réalisation du projet, les choses peuvent se poursuivre. Donc, c'est vraiment, pour moi, d'abord, une affaire de communication. Et communiquer, c'est quelque chose, évidemment, d'extrêmement important. Et la première chose que je voudrais vous dire, c'est que lorsque nous communiquons, ce que nous faisons ensemble aujourd'hui, et là, ça va d'abord être très réducteur pour moi, mais j'assume, il y a des études qui montrent que dans l'acte communicationnel, eh bien, le contenu de ce que nous disons pèse en termes d'efficacité communicationnelle pour environ 10 à 12%. C'est-à-dire que tout le reste, c'est la manière dont nous exprimons notre visage, la manière dont on structure un exposé, la manière dont on utilise sa voix, la manière dont on se connecte finalement émotionnellement aux gens. C'est extrêmement important de retenir ça parce que dans le NIMBY, on aura toujours un groupe de personnes, plusieurs groupes de personnes qui vont devoir communiquer entre eux. Et avoir bien conscience de cela est un élément clé pour pouvoir permettre d'avancer de manière positive. Et nos amis français utilisent souvent cette expression, en sortir par le haut. Donc, cesser d'être dans des difficultés, être orienté vers des solutions pour que les projets puissent avancer. Alors, un élément important, c'est que on a vu ces dernières années évoluer la manière de se comporter de tout un chacun, de vous, de moi, et puis de l'ensemble de la population. Auparavant, on était plus, je dirais, en train, par exemple, lorsqu'il y avait des élections, que ce soit nationales ou régionales ou au niveau des communales, l'attente des citoyens était une attente plus globale sur des grands sujets. Aujourd'hui, c'est d'abord la préoccupation personnelle qui prend le pas sur la préoccupation collective. Donc, on est vraiment face à une situation dans le NIMBY où très souvent l'opposition va venir d'un aspect de micro-changement plutôt que de macro-changement. Si un grand projet se met en place à Bruxelles, je ne suis pas certain que le Liégeois ou l'Ostendais va nécessairement être très concerné par ce projet et va vouloir s'y opposer. Par contre, si ça se passe dans mon quartier, devant ma maison, là, ça va me concerner directement et c'est clair que c'est une source probable, possible, potentielle d'opposition ou de réaction de ma part parce que je n'ai pas envie d'avoir un immeuble de 5 étages construit devant le mien. Moi, j'avais une très belle vue de mon appartement, de ma terrasse. Puis là, j'aurais juste la vue sur le living du propriétaire ou du locataire d'en face. Donc, vous voyez que cette notion de micro et de macro changement est importante. En journalisme, on appelle ça, en fait, j'irais faire une petite digression vers le monde des médias, on appelle ça le phénomène du mort au kilomètre. Si il y a aujourd'hui un tremblement de terre au Guatemala avec 10 000 personnes, bien sûr que ça fera les titres dans les journaux télévisés, dans les journaux radio, mais si votre voisin a un accident et qu'il est hospitalisé, vous aurez plutôt tendance à vous préoccuper de ce qui est arrivé au voisin que de ce qui est arrivé à l'autre bout du monde. Qui dit NIMBY, en fait, m'amène aussi à parler d'un autre phénomène qui est le phénomène du changement. Lorsqu'on crée un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet d'infrastructure, que ce soit un projet qui s'inscrit dans un cadre d'un partenariat public-privé, on va être confronté
à un certain nombre, on va mettre en fait un certain nombre de personnes ou de groupements de personnes face à un changement. Et nous avons toutes et tous une manière d'aborder le changement, une résistance au changement qui est fonction de toutes sortes d'éléments. Donc il n'y a pas une définition de la résistance au changement qui peut être mise en avant et qui peut être la bonne définition. Ça va dépendre de tout un tas d'éléments. Alors, pour citer un exemple, j'ai eu un dossier où un riverain avait posé un recours contre un projet immobilier, simplement parce qu'en face de chez lui, c'était un terrain vide depuis des années. Et lorsque on a fait l'étude d'incidence et la réunion d'information publique, il a déposé un recours en disant, vous savez, moi, ça fait des années que je vais promener mon chien sur le terrain d'en face. Qu'est-ce que je vais faire si ce terrain est occupé par un bâtiment? Bon, ça peut faire sourire évidemment, mais bon, c'est un recours quand même, et on est obligé d'en tenir compte dans l'ensemble des réactions que les riverains peuvent avoir. Parlant des riverains, et d'abord peut-être d'eux, c'est vrai qu'on a deux manières de voir les choses. On peut, comme je viens de vous le dire, avoir une personne individuelle qui va réagir. Le classique, c'est votre voisin qui veut installer une piscine, une véranda ou agrandir sa maison, puis vous n'avez pas envie de le faire parce que vous n'entendez pas très bien avec lui. Vous pouvez effectivement accomplir un certain nombre de démarches, sinon pour l'empêcher réellement d'y arriver, en tout cas pour ralentir le processus de façon à ce qu'il ne soit pas, qu'il n'ait pas la possibilité de réaliser son projet aujourd'hui. Mais c'est valable aussi pour les grands projets. Et donc, dès que des recours sont posés, dès que des oppositions sont là, et vous comprendrez que le fait de devoir arrêter ou de devoir ralentir considérablement la mise en place d'un projet, l'exécution du projet, la construction d'un bâtiment, d'un hall commercial, que sais-je, tout ça coûte énormément d'argent dans le modèle économique à la fois des partenaires privés et publics, et puis cause évidemment davantage de nuisances pour l'ensemble des personnes qui sont autour de ce projet, puisque ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Un exemple frappant aujourd'hui, c'est le projet du tram à Liège. Alors, il a été ralenti par le Covid. Ça, c'est un élément conjoncturel. On a tous été confrontés à cela. Mais il y a d'autres éléments qui sont davantage liés à une forme d'optimisme et du consortium du tram, mais aussi des partenaires politiques qui sont autour du projet. Et c'est clair que dès le début, le délai qui était donné, qui était, je pense, de mémoire, 2 ans et demi pour réaliser l'ensemble des opérations, il n'y a aucun tram qui a été installé dans une ville de manière convenable. On peut prendre les exemples de Lille, de Bordeaux, d'autres métropoles, dans un délai aussi court. Donc là, c'est clair qu'aujourd'hui, dans un tel projet, au départ, il y avait des oppositions. Aujourd'hui, il y a aussi des oppositions quartier par quartier, parce que si moi, mon quartier est en travaux depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, alors qu'il était prévu que ça ne dure que 3 jours, vous comprendrez que je ne serai pas nécessairement de bonne humeur et que mes voisins non plus. Revenons au comité de riverains. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit très souvent ces comités de riverains apparaître. C'est une forme en fait de fédération qui se crée autour de l'un ou l'autre leader et qui vont s'opposer au pouvoir public, qui vont s'opposer aux décideurs, qui vont s'opposer aux promoteurs du projet, et de façon assez organisée. Alors organisée, je vais quand même le mettre entre guillemets, parce que l'organisation dépend malgré tout des protagonistes qui sont autour de ces comités de riverains, sans vouloir tomber dans la caricature, mais très souvent, on a quand même à la tête de ces comités de riverains des gens qui sont pensionnés. Alors, j'ai absolument rien contre les pensionnés, soyez rassurés, mais des gens en fait qui ont le temps. Alors le temps de quoi? C'est le temps, entre autres, par exemple, de lire les dossiers de A jusqu'à Z, et si le dossier fait 1000 pages, je peux vous garantir par expérience que les 1000 pages auront été lues, il y aura des post-it partout, il y a des paragraphes qui seront soulignés,
et la personne que vous aurez devant vous sera incollable sur le dossier, alors que vous-même, qui connaissez le dossier, vous allez vous faire reprendre à un moment donné en disant, écoutez, chère madame, cher monsieur, si vous allez à la page 220 ou paragraphe 4, ce que vous venez de dire, ça ne tient pas la route, ça n'est pas prévu de cette manière-là. Bon, il faut le savoir, je l'ai rencontré, c'est assez amusant parce que la personne à laquelle je pense débarquait dans les réunions avec le promoteur, avec les autorités politiques et d'autres protagonistes. Il débarquait avec 3 ou 4 classeurs dans lesquels il avait réuni tous ces documents. Donc c'était assez amusant. C'est vrai que pour ce qui est de ce qui nous intéresse, nous, en tant que promoteurs des projets, de nouveau, je mêle volontiers le public au privé, c'est de pouvoir garder le leadership. C'est clair que si on ne communique pas, ne pas communiquer, c'est déjà communiquer en fait. Et c'est laisser le terrain libre aux autres pour communiquer à notre place. Et c'est clair que si on prend les riverains, les comités de riverains, s'ils ont des choses à dire, les premiers interlocuteurs qu'ils vont intéresser, ce sont généralement les médias. Alors, les médias régionaux, nationaux, ça va évidemment dépendre de l'importance du projet. Ils vont aussi pouvoir occuper le terrain des réseaux sociaux. Donc, clairement, prendre un avantage considérable en termes de communication et en termes de manière de raconter l'histoire et de présenter le projet que nous supportons. Ce qui est évidemment un handicap terrible, parce que là, on entre dans une communication de rattrapage, où on va essayer d'expliquer des choses qui sont probablement vraies, mais on risque de s'entendre dire, mesdames, messieurs, c'est bien de le dire maintenant, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Donc, est-ce que cette vérité est vraiment une vérité, ou est-ce que vous essayez de nous dire des choses pour nous faire plaisir? Donc, ça veut dire que garder le leadership, c'est certainement anticiper. Ne pas se dire que ce NIMBY est une fatalité. On peut anticiper et on peut, sinon l'éviter complètement, en tout cas en réduire les effets. En réduire les effets, ça veut dire communiquer de manière claire, précise. Lorsque, par exemple, s'organisent des réunions d'information publique qui sont obligatoires dans un certain nombre de projets, mais c'est pouvoir les organiser véritablement en préparant de manière très, très soigneuse le contenu des interventions, en faisant en sorte que chaque intervention soit percutante et qu'on puisse donner une information claire, précise, mais qui soit adaptée également au public cible que l'on a. Alors, il y a un mot qui est à la mode dans les séries télé aujourd'hui, c'est le profiling. Dans mon métier, il y a une part de profiler, à savoir que c'est d'essayer d'anticiper la manière dont les personnes ou un groupe de personnes, un groupe d'opposants peut s'exprimer, identifier les leaders, voir la manière dont eux ont l'habitude d'intervenir. Et lorsque j'interviens comme modérateur dans ce genre de situation, c'est clair que c'est un avantage déterminant. L'avantage étant d'être un élément extérieur aux protagonistes du dossier, donc j'ai une forme de neutralité, mais j'ai aussi cette expertise qui permet d'éviter les dérapages. Alors, je peux vous raconter l'histoire d'un dérapage que j'ai vécu dans un projet de logistique où, à un moment donné, un protagoniste d'un organisme public fait passer un certain nombre de slides sur lequel on voit les développements de ce projet, et puis il y a une ligne noire qui traverse un slide. Et d'habitude, je préconise qu'on laisse parler les participants à la fin. Mais là, je vois un brave monsieur qui lève le doigt très gentiment. Et je dis, OK, cher monsieur, manifestement, vous avez une question à poser. Et ce monsieur dit, mais écoutez, il y a une chose que je ne comprends pas, parce que cette ligne noire qui traverse le slide, elle passe exactement sur ma maison. Donc, ça m'interpelle quand même. Et à ce moment-là, je me dis, j'espère que l'intervenant ne va pas dire ce que je crains qu'il dise. Et en fait, qu'est-ce que l'intervenant dit? Écoutez, monsieur, c'est pas grave, vous serez exproprié. Donc, en une seconde, une salle qui était
plutôt acquise à la cause du projet, et en tout cas qui était à l'écoute du projet, devient complètement rebelle. Et il a fallu, je dirais, beaucoup de diplomatie, et je veux dire, mon expérience m'a permis d'en sortir quand même. Mais le bourgmestre de la ville dans laquelle ce projet se développait est venu me trouver après en me disant: Serge, j'avais déjà mon GSM en main pour appeler la police parce qu'on frisait l'émeute. Donc vous voyez combien on peut être confronté à des éléments extrêmement sensibles, extrêmement émotionnels. Le rôle que je tiens et qu'un expert tient dans ce genre de dossier, c'est, comme je vous dis, c'est d'abord, avant tout, d'être quelqu'un d'extérieur, donc d'avoir cette neutralité qui permet de pouvoir aborder un certain nombre de sujets de manière différente. Quand je parle d'anticipation, très souvent et trop souvent, on fait appel à des profils comme le mien quand la maison brûle, quand déjà les oppositions sont là, quand déjà les difficultés sont présentes. Et là, on est de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, dans un phénomène de rattrapage, et on peut parler de crise, alors qu'on pouvait très bien éviter cette crise, mais là, on est confronté à une crise, et la communication de crise est une communication tout à fait particulière, où il y a des codes particuliers, il y a des modes de fonctionnement en particulier. C'est clair que si on peut l'éviter, c'est quelque chose qui, quand même, est intéressant. Très souvent, je m'entends dire, et il y a des études aussi qui l'ont déjà montré, qu'on hésite à faire appel à des experts en se disant l'expert, il coûte cher. Voilà, c'est clair que si j'interviens dans un dossier, je facture des honoraires. Maintenant, si on met en balance l'intervention d'un expert qui va pouvoir aider l'ensemble des protagonistes d'un dossier à faire en sorte que le dossier puisse avancer au rythme le plus rapide possible, là, le rapport coût-bénéfice est certainement prouvé. Et aujourd'hui, petit à petit, ça se met en place dans un certain nombre de dossiers où on a plus le réflexe de se dire, mais tiens, plutôt que de le faire seul, on va quand même demander cet avis d'un expert. Je peux comparer ça à un avocat aussi qu'on appelle quand on est quasiment déjà face au tribunal. Si on avait anticipé les choses, lui demander un avis, peut-être qu'on aurait évité ce genre de choses. Une équation importante, c'est, je vous ai parlé des riverains, et en fait les riverains, ils vont essayer d'avoir les médias comme support, mais ils vont aussi, va s'inviter naturellement le politique. Alors le politique au sens large. Alors s'inviter, pourquoi? Parce que dès que les médias vont s'emparer du dossier, les politiques qui ont probablement déjà participé, supporté ou été vraiment les promoteurs du projet, vont être quelque part obligés ou vont avoir très envie d'intervenir aussi dans les débats. C'est clair que là, on peut assister à différentes situations et différents comportements qui peuvent se mettre en place. Ces comportements pouvant aller dans le bon sens, comme pouvant être un peu plus critiquables, et je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. J'ai vu parfois certains politiques qui étaient là au début d'un dossier très enthousiastes, et puis après, quand le dossier coince, dire, mais vous savez, c'est plutôt le promoteur privé qu'il faut aller voir. Moi, j'y suis pour rien. Et au contraire, je vous supporte, vous, en tant que riverain, versus citoyen, versus électeur. C'est une réalité. Elle est là. Je n'aime pas l'expression de « il faut faire avec ». Pour moi, ça n'est ni un avantage ni un inconvénient. C'est juste un élément constitutif qui apparaît parfois dans certains dossiers, pas toujours, mais ça fait partie des éléments dont on peut parler. Les médias, ils ont une influence, les médias classiques, mais également vos propres outils de communication, vos propres outils médias. Et si je prends Bru Partners, il y a un département en communication qui est là, qui est efficace, qui utilise un certain nombre de supports. C'est clair que vos supports sont des éléments extrêmement importants pour justement avoir le leadership de la com, le leadership du contenu de ce que vous avez envie de communiquer, la manière dont vous allez le communiquer et vers quel public cible. Donc c'est
il faut évidemment pas négliger ces aspects, c'est stratégique. Et quand je parle de stratégie, de nouveau, je me place en amont de cet environnement NIMBY, c'est son anticipation, et donc il faut avoir une vraie stratégie de communication de façon à faire en sorte que les bons messages passent de la bonne manière aux bonnes personnes. Et la communication, c'est d'abord de l'influence. Il ne faut pas se mentir, c'est une base d'influence. Après, on touche à la manipulation. Alors là, c'est le mot qui fait évidemment frémir et réagir tout le monde. Je pense qu'il y a deux types de manipulation. La manipulation qui est d'abord, je dirais, cette influence, mais sur laquelle on insiste un peu plus sur certains éléments. Il y a évidemment une manipulation dans laquelle personnellement je refuse de m'investir. Et si un de mes clients veut le faire, ça, il le fera tout seul. C'est une manipulation où là, on passe dans le cadre du mensonge. Il ne s'agit plus de dire ce qu'on a à dire, mais d'appuyer le discours avec différentes techniques. Mais c'est bien de raconter n'importe quoi, des contre-vérités, voire d'énormes mensonges. Et là, c'est clair que personnellement, en termes de déontologie, si j'arrive à dire ce mot, mais ça y est, j'y suis parvenu, je n'accompagnerai jamais une personne, un projet, un groupe de personnes dans ce genre d'approche. Il y a un outil que j'aime bien proposer lorsque je suis amené à accompagner certains projets. C'est un outil qu'on appelle le produit AIDA, donc AIDA. C'est aussi un outil que je propose puisque j'ai l'honneur d'être professeur à l'IEX dans la section relations publiques. C'est aussi un outil que je propose aux étudiants. Alors, cet outil AIDA, ce sont 4 lettres qui disent d'abord qu'il faut attirer l'attention sur le projet, voilà, provoquer l'intérêt, essayer de créer un désir, donc pas une opposition, mais bien un désir que ce projet se réalise, et finalement, last but not least, la cerise sur le gâteau, c'est que les gens qui sont concernés par ce projet, quel qu'il soit, quel que soit leur profil, adhèrent au projet et soient véritablement des ambassadeurs du projet, qu'ils soient enthousiastes par rapport à ce projet et qui ne se mettent plus dans une position de réserve, d'attente. Je vous ai parlé tout à l'heure de changement. On a 3 manières de se comporter généralement par rapport au changement. Il y en a beaucoup d'autres si vous allez voir sur Internet. Mais généralement, la première manière, qui est la plus visible, c'est d'être en colère. Vous m'obligez à changer, je vais m'exprimer d'abord par de la colère. D'autres vont s'exprimer par la fuite, pour dire ok, vous me demandez de changer, mais moi je vais essayer de contourner l'obstacle et ce sera ma manière de fonctionner. D'autres vont plutôt fonctionner par une forme d'inhibition, où ils vont se mettre dans une bulle. Et plus vous allez appuyer le projet, vos arguments, plus la bulle de ces personnes va s'épaissir, plus la communication vers ces personnes va être difficile. Et quelles que soient les 3 manières de réagir par rapport au changement dont je vous parle, c'est clair que tant qu'on n'a pas apaisé ces différents protagonistes, qu'on ne les a pas fait sortir de ces 3 comportements, ce sera très compliqué d'avoir une communication constructive, positive et pouvoir faire avancer les choses de la bonne manière. Que dire encore? C'est que si je prends quelques exemples de comités de riverains, parce que souvent c'est d'eux dont on parle, il ne faut pas toujours s'imaginer qu'entre eux, ils s'entendent. Donc on peut, et je l'ai déjà constaté, on peut avoir des rivalités dans les comités de riverains. Alors des rivalités qui peuvent être de 2 sortes, soit qu'ils ont constitué un comité, mais ils ne sont pas d'accord sur tous les sujets. Donc il y a des avis qui s'opposent. Mais le plus souvent, il y a un peu une course au pouvoir. Parce que c'est souvent une manière pour certains d'exister, de dire ok, regarde, voilà, j'ai été interrogé par la radio, je participe à une réunion au cabinet du bourgmestre ou dans un cabinet politique,
je peux comme ça en parler à ma famille, à mes amis. Je suis devenu quelqu'un d'important. Et puis, vous avez derrière d'autres personnes du comité de riverains qui disent, OK, mais si toi tu passes à la télé ou à la radio, moi je voudrais bien le faire aussi. Donc, le fait que tu sois le leader, c'est peut-être pas tout à fait idéal. Moi, je voudrais bien participer. Et donc là, il y a cette manière de fonctionner qui n'est pas toujours idéale. C'est un élément aussi, quand je vous parlais de perception, si on arrive à identifier cette dissonance qui peut exister, c'est évidemment un élément qui est très intéressant pour nous en tant que promoteurs et défenseurs de projets, parce que là, on va pouvoir mieux identifier, non pas des personnes, c'est important, mais surtout les éléments qui font que, de nouveau, ces doutes, ces perceptions qu'ils peuvent avoir, on va pouvoir y répondre de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus efficace, et on pourra obtenir évidemment un résultat qui sera beaucoup plus contributif à la réussite globale. Il y a un mot sur lequel je voudrais insister. C'est un mot qui est au cœur également du débat. Je vous ai parlé de leadership, je vous ai parlé de profiling, je vous ai parlé d'anticipation. Il y a un mot également qui est très très important, c'est le mot cohérence. Trop souvent, je vois que dans un certain nombre de projets, les différents protagonistes ne parlent pas nécessairement d'une même voix, n'ont pas nécessairement la même vision du projet, ne mettent pas nécessairement les mêmes arguments en avant, n'identifient pas nécessairement les forces et faiblesses de la même manière. Là, évidemment, ça déforce considérablement la manière dont on peut aboutir. Et c'est clair que la cohérence entre les différents protagonistes est extrêmement importante. Alors, je vois que j'arrive déjà quasi au bout de ces 30 minutes, donc j'ai promis de respecter cela. Et puis surtout, je pense que ce serait intéressant de débattre entre nous. Je terminerai simplement par une chose, c'est que quand on est allé au bout d'un projet, le projet est construit, on a l'impression que tout est terminé. En fait, non. Ça peut continuer. Ça peut continuer parce que un certain nombre de choses peuvent se produire, des éléments dont nous avons le contrôle, d'autres dont nous n'avons pas le contrôle. Et ce que je propose toujours à mes clients à ce moment-là, c'est véritablement de créer des comités d'accompagnement de façon à pouvoir mettre autour de la table les protagonistes, mais dans une démarche constructive, que chacun puisse s'exprimer et qu'on puisse trouver des solutions aux situations auxquelles on est confronté. Et vous remarquerez qu'à nouveau, je n'ai pas cité le mot problème. Ce sont des situations et chacun consacre 100% de son énergie pour sortir de cette situation et faire en sorte qu'on puisse y répondre de manière complète et positive. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport au NIMBY, mon ressenti, je pense les éléments qui me semblent être les plus marquants pour illustrer ce NIMBY et la manière dont on peut à la fois l'anticiper, le gérer, le comprendre, l'appréhender avec les différents protagonistes. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous passe la parole. Donc, allez-y, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Pas trop difficile quand même, sinon ça va m'ennuyer. Mais là, c'est un mot d'humour, vous l'aurez compris. Donc, soyez à l'aise, posez vos questions et dans la mesure du possible, je répondrai de la manière la plus précise et la plus complète possible. Merci beaucoup, Monsieur Herjek. Donc, je rappelle, pour autant que besoin, les règles du jeu. Donc, les réactions ou les questions que vous pouvez donc référer donc à Monsieur Herjek, donc vous les inscrivez, si vous voulez bien, avec le bouton questions qui se trouve en principe au bas de votre écran. C'est l'avant-dernier bouton. Donc, j'ai vérifié jusqu'à présent. Je ne vois pas de questions ou de réactions qui ont été de questions qui ont été posées ou de réactions qui ont été faites. Et donc, j'ai vérifié aussi dans le chat pour voir si certains d'entre vous distraits par rapport
aux conseils qui ont été donnés auraient quand même utilisé cette rubrique-là. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, il faut croire, Monsieur Hergé, que votre exposé était tout à fait clair. Donc, je ne sais pas. Bon, évidemment, le problème, c'est qu'on ne sait même pas non plus voir s'il y a des mains qui se lèvent ou des choses comme ça. Il faut attendre que les gens aient écrit. Mais voilà, donc a priori... Vivement le retour en présentiel pour plus de... oui, c'est ça. Donc on attend tout. Oui, il paraît que je suis le dernier à essuyer les plâtres de la conférence par Teams. Alors, c'est clair que j'aurais préféré être devant les différents participants. Moi qui suis un passionné de communication émotionnelle, c'est clair que l'émotionnel au travers d'un écran, c'est un peu plus compliqué à faire passer que lorsqu'on est les uns en face des autres, bien évidemment. Et ça peut aussi expliquer que les questions n'arrivent pas nécessairement tout de suite. Et c'est juste normal. Ah, j'en vois. Alors, oui, il y a une question qui est apparue, mais même deux. Qu'il a été... oui, donc c'est la question évidemment de base. Hein. Donc voilà, donc c'est de la part d'un militant, d'un chargé de mission dans une association bien connue sur Bruxelles, donc la RAU. Et donc il dit, voilà, l'accusation de nimbisme est de plus en plus souvent utilisée pour disqualifier les opposants à un projet. Est-ce qu'il y a des critères finalement pour juger si une opposition est nimbiste ou légitime? Alors, c'est une question qui est intéressante et c'est vrai que je ne l'ai pas abordée dans mon exposé. Alors, d'abord, l'aspect critère. Ce que j'aurais envie de répondre, c'est que les critères objectifs, c'est de voir si les éléments qui sont mis en avant sont des éléments qui sont raisonnables ou pas. Alors, en termes de législation, au niveau belge, c'est clair que vous pouvez déposer un recours. Vous avez ce droit de déposer un recours, quel qu'il soit. Et c'est après qu'on va avoir l'obligation d'examiner ce recours et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Généralement, quand on est au stade de l'étude d'incidence, c'est le bureau d'études qui va collecter l'ensemble des données et puis essayer d'y répondre de manière plus globale. Il y a un élément que j'ai envie de souligner, c'est qu'en France, la législation est un peu différente. C'est que vous pouvez, bien sûr, déposer des recours, mais si votre recours est considéré comme non relevant, eh bien, vous êtes passible d'une amende. Une amende qui va être proportionnelle, entre autres, au retard que, par exemple, un projet pourrait avoir pris. Et donc, ça calme évidemment les ardeurs de certains qui sont des spécialistes du recours, qui s'opposent à tout et à rien et de manière, et de manière complètement, je dirais, inutile et injustifiée. Donc là, je pense que ça serait idéal que le cadre belge évolue de manière globale par rapport à cela. Alors, je ne vois pas beaucoup d'autres critères objectifs. Et comme je le disais, l'opposition, elle peut venir d'une personne, d'un groupe de personnes, elle peut venir d'un groupe d'influence. Il y a bien sûr aussi, avant même, je dirais, ces personnes extérieures, il peut y avoir au travers des différentes instances politiques, des oppositions qui viennent s'inviter dans les débats en disant mais nous sommes d'accord sur ce projet, nous ne sommes pas d'accord, nous voudrions qu'il y ait ceci ou cela. Je pense entre autres par exemple au projet qui concerne des zones industrielles où on veut les transformer en zones d'habitation. Aujourd'hui, c'est très à la mode de prévoir dans ces zones à la fois de l'habitation pour les particuliers, peut-être des cotes pour des étudiants si on n'est pas loin d'université. On va prévoir une seigneurie également, une crèche, peut-être une salle de sport, donc différents éléments. On va pouvoir aussi se préoccuper de dire qu'une partie du terrain va être réservée à des plantations, à des espaces verts. On va privilégier la mobilité douce. Donc, ce sont tout un tas d'éléments qui vont faire que les uns et les autres vont réagir d'une manière ou d'une autre.
Et c'est clair que la présentation du projet, la présentation initiale, va tenir compte de ces éléments-là. Maintenant, comment vont réagir les gens, ça c'est tout à fait imprévisible. Il n'y a pas de règle absolue. La seule chose, c'est qu'anticiper, ça veut dire qu'on met en place une manière de communiquer, une manière de répondre, d'anticiper un certain nombre de questionnements, et je dis bien de questionnements, un certain nombre de perceptions que les uns et les autres pourraient avoir du projet. Et on ne doit pas se mettre dans une posture d'opposition. Les personnes ou les groupements qu'on va avoir en face de nous ne sont pas nécessairement des opposants. C'est simplement avoir quelle perception ont-ils de telle ou telle situation. Et là, on peut avoir différentes perceptions. Et donc, il faut être préparé, faire en sorte que le discours soit le plus précis possible et le plus rassurant possible aussi par rapport, par exemple, au genre de projet que je viens d'évoquer. Merci beaucoup. Oui, alors on demande, donc du coup, le phénomène NIMBY n'existe pas, mais si, il existe, on l'a rencontré. Mais donc voilà. Très bien. Ouais. Ça, c'est de dire qu'à chaque fois que vous avez un projet, tout le monde est heureux de ce projet, vous appelle pour vous féliciter, vous recevez des mails qui sont des mails d'un enthousiasme débordant et que tout le monde est heureux. Ça, personnellement, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais rencontré. Ce que j'ai rencontré, c'est évidemment des projets avec différentes gradations de difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des projets qui ne posent aucune difficulté, donc ça existe. Maintenant, de là à conclure que le NIMBY n'existe pas, je pense que là, c'est je dirais, un peu optimiste. Je suis de nature optimiste, mais là, je pense que ça l'est un peu trop. Donc, merci beaucoup. Une question aussi qui vient d'apparaître. Est-ce que dans votre expérience, est-ce que vous avez un retour d'expérience positif, donc de procédure de co-construction ou en fait de consultation en amont sur un projet? Donc, c'est vrai que on a eu quelques exemples récents où effectivement on a tenté cela. Ça n'a pas empêché, dans le cas auquel je pense, je ne sais pas si des recours ont été introduits, mais en tout cas que des protestations apparaissent dans le quartier en question. Mais est-ce qu'au bout du compte, est-ce que vous avez un retour d'expérience positif donc de ce genre de procédure? En tout cas, la démarche est positive. Et je pense qu'impliquer le plus rapidement possible ceux qui vont être touchés directement par le projet est certainement une bonne idée. Maintenant, comme vous le dites fort justement, M. Pastermans, c'est une bonne idée, mais ça n'empêche pas que vous n'allez pas, grâce à ça, c'est pas un outil en fait de communication absolue qui fait que grâce à cet outil, on va pouvoir complètement éviter les différentes oppositions qui pourraient apparaître après. Il n'existe aucun outil de communication qui soit l'outil absolu qui peut résoudre l'ensemble des objectifs de communication qu'on peut avoir dans n'importe quel projet. Un site internet, c'est bien, envoyer des mails, c'est bien, anticiper avoir une consultation populaire, c'est très bien, bien maîtriser les réunions d'information publique par rapport aux études d'incidence, aux avancées des projets, c'est très bien, entretenir le dialogue permanent avec les comités de riverains, c'est nécessaire, voir les opposants, essayer de dialoguer avec eux, c'est bien sûr quelque chose d'important. Communiquer est important et donc éviter le fait de ne pas communiquer parce que ne pas communiquer, c'est déjà de la communication. Je reprends des points clés de mon exposé. Ça veut donc bien dire que, en résumé, cette consultation en amont, je la trouve, personnellement, je suis très attaché à la dimension humaine. Donc, il y a une dimension humaniste, en fait, dans cette consultation populaire. Je la trouve très intéressante. Maintenant, voilà, il ne faut pas considérer que grâce à ça, on sera complètement protégé de toute contestation ultérieure.
Mais dans votre expérience personnelle, donc quelle est la forme que pourrait prendre cette consultation en amont? On entend, y compris dans des endroits comme Rue Partners, on entend les échos de discussions. Est-ce qu'il faut accorder la priorité, je dirais, à des acteurs institutionnels, ou si pas à des acteurs aussi institutionnels que par exemple les partenaires sociaux, mais quand même des associations qui ont un petit peu pignon sur rue, qui ont une longue Bien sûr. expérience en fait par exemple des questions environnementales, d'aménagement urbain, etc. Est-ce qu'il faut faire confiance à des trucs à des associations plus catégorielles, comme effectivement des comités de riverains, voire des associations créées pour la cause, ou on entend parler de ça aussi, donc des gens tirés au sort, ou des gens, des espèces de panels, donc réputés représentatifs de la population. Enfin, dans votre expérience, comment est-ce que Alors, vous abordez je, les choses? je dirais, je vais reprendre votre intervention, mais par la fin. Le panel, ça, j'y crois pas vraiment, parce que c'est quoi un panel objectif, c'est quoi un panel représentatif? Là, c'est un vaste débat, donc là, je suis pas trop convaincu que ce soit la bonne manière de procéder. Par contre, c'est clair que avant même de s'adresser aux citoyens et aux citoyennes, se préoccuper de voir quelles sont les organisations qui sont autour et potentiellement concernées ou contributives à amener leur expertise, leur vision, leur savoir-faire pour porter un projet, là, je pense que c'est extrêmement important. S'entourer des bonnes personnes, s'entourer des bonnes expertises, c'est évidemment vertueux. Le jouer perso, et puis après se dire, mais finalement, j'aurais dû quand même demander l'avis de tel ou tel organisme qui, lui, peut ou pouvait m'aider à écrire une partie de ce projet ou me rappeler qu'il est important de se préoccuper de tel ou tel élément, c'est évidemment se priver d'aspects qui sont fondamentalement importants pour porter le projet et pour l'amener à la réussite. Donc là, je vous rejoins complètement sur cette intelligence, je vais dire, d'identification d'un certain nombre d'organismes, de protagonistes, bien en amont du dossier pour, quelque part, en écrire l'histoire, en écrire la constitution et permettre d'avoir véritablement réuni dans un seul projet toutes ces visions, toutes ces expertises et savoir qu'on pourra aussi faire appel à eux après. Quand je vous parlais, par exemple, de comités d'accompagnement, si dès le départ, on a eu ce réflexe et cette intelligence de demander à un certain nombre d'experts comment dirais-je, peut-être des SBL qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine ou de certains groupements, si on a eu l'intelligence de les impliquer, c'est clair qu'on pourra après aussi compter sur eux pour nous aider à répondre à un certain nombre de questions. D'autant plus qu'ils auront participé eux-mêmes à la constitution du dossier et probablement auront-ils été extrêmement contributifs sur certains pans du dossier. Merci beaucoup. Je regarde mon micro est ouvert. Donc, merci beaucoup. Écoutez, moi, je ne vois plus de questions. Donc, c'est vrai surtout par rapport à un exposé comme le vôtre, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de spontanéité possible. Mais voilà, donc il me semble qu'on peut tout doucement arriver aux conclusions de ce webinaire. Donc, en l'occurrence, en vous remerciant vivement pour votre exposé. Donc, merci beaucoup aussi à tous les participants, d'abord pour leur participation, et ensuite donc aux personnes qui ont prolongé le débat. Et alors, merci à l'équipe de communication de Bru Partners pour l'organisation du webinaire. Donc, Aurélie, je ne pense pas qu'on soit déjà en mesure d'anticiper sur les sujets qu'il y aura à la rentrée. Hein. Donc, on a vraiment discuté au conseil d'administration, mais je ne sais pas si on est déjà arrivé à des conclusions. A priori, on pourrait, on espère, on touche du bois et on croise nos doigts, donc reprendre les débats en présentiel dès la fin septembre. Ça, c'est notre objectif. Donc, si
Si la situation sanitaire nous le permet, avec grand plaisir, on le fait dès septembre. Et alors, webinaire ou débat, la session de septembre sera consacrée à la présence des espaces verts au sein de la ville. Donc, comment organiser ça au mieux, comment concilier les deux. Et ce sera normalement non pas normalement, ce sera un webinaire ou un débat qui sera organisé conjointement avec le Conseil de l'environnement, qui est donc depuis peu dans le secrétariat et depuis peu géré auprès de Bru Partners. Donc voilà. Voilà, donc ça Alors, sera... si vous me permettez peut-être juste d'intervenir une seconde pour vous me remercier, d'abord remercier les participants, bien évidemment, qui ont été là pour écouter cet exposé. Vous remercier, Monsieur Passerman, sur votre confiance et m'avoir invité à animer ce débat, cet échange. Et puis aussi remercier Coralie et Siam qui m'ont vraiment beaucoup aidé pour préparer tous les aspects de cette intervention. Donc, elles ont fait un job fantastique et je souhaitais le souligner. Merci Merci beaucoup. Le beaucoup. job fantastique en question, c'est pas seulement par rapport à ce webinaire-ci, c'est en général. Donc, nous en sommes tous témoins. Donc, ceci dit, donc, il y aura donc en principe donc, un débat de midi ou un webinaire plus ou moins par mois au cours de l'année prochaine, comme nous essayons de le faire depuis plusieurs années. Et donc, les débats, enfin les sujets qui ont été retenus jusqu'à présent seront, comme d'habitude, divers et variés et tous plus intéressants les uns que les autres. Voilà. Donc, Voilà, un tout grand merci aux participants, un tout grand merci à Monsieur Hersek pour sa présentation très intéressante et Monsieur Palsterman pour sa modération tout au long de ces webinaires pendant ces déjà 2 ans. Et comme d'habitude, pour répondre à Monsieur Van Vlasselaar, le replay du webinaire sera disponible d'ici pendant cet après-midi sur la chaîne YouTube de Bru Partners, donc vous pourrez aller le revoir et re-revoir à votre guise. Voilà. Un tout grand merci à tous. Un tout grand merci. Au revoir. Bon été. Au revoir.